Bonjour, je suis Rose Miali Joseph et je suis très contente de pouvoir participer à ce projet avec mes collègues haïtiennes. Je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de l'émancipation des femmes haïtiennes dans la migration à partir de ma thèse de doctorat qui part d'un constat. Ce constat est celui-ci. Il y a beaucoup de femmes paysannes qui laissent leur milieu rural pour s'installer à Port-au-Prince et là, elles deviennent travailleuses domestiques. Leur travail permet aux femmes de Port-au-Prince d'accéder à un travail plus valorisé et aussi à la migration internationale. Sauf que ces femmes-là, quand elles arrivent à Paris, par exemple, elles deviennent à leur tour travailleuses domestiques. Et c'est aussi leur travail qui permet aux femmes françaises de s'adonner à des activités plus valorisées et justement de marcher de plus en plus vers l'égalité professionnelle avec les hommes. Et à partir de là, j'ai essayé de définir une chaîne de migration, une chaîne de travail et de substitution dans laquelle s'articulent les rapports sociaux de sexe, de classe, de race, nord-sud et aussi les confrontations entre le rural et l'urbain quand on considère particulièrement le cas d'Haïti. Et toute cette chaîne-là, justement, se trouve au cœur de la mondialisation néolibérale et définit ce qu'on va appeler après la mondialisation du care, la mondialisation du travail domestique, etc. Les femmes haïtiennes donnent beaucoup de raisons qui expliquent leur présence en France. Elles insistent par exemple sur la situation sociale, économique, politique d'Haïti. Et quand on considère l'aspect économique, on peut effectivement se demander si ce n'est pas aussi pour leurs besoins économiques que ces femmes vont laisser le pays. En effet, le travail a beaucoup d'importance dans leur vie en France et c'est ce qu'a démontré par exemple des chercheurs comme Scrinzi, Francesca, et pour montrer effectivement que le fait d'avoir accès au travail, ça permet à ces femmes vraiment d'avoir, voilà, d'améliorer leurs conditions de vie. Effectivement, la question de l'émancipation par le travail pourrait effectivement nous effleurer l'esprit parce que ces femmes parlent de la joie de travailler, le simple fait de travailler, la joie de travailler, et même qu'il y a aussi le besoin de travailler. Parce que bien sûr, en plus de la survie économique, elles ont besoin de ce travail pour se régulariser, pour celles qui n'ont pas encore de papier. Elles ont besoin de ce travail pour plein d'autres démarches administratives, par exemple pour avoir accès au logement, pour faire aussi des démarches de regroupement familial. Donc, justement, elles ont vraiment besoin de travailler. Le travail est fondamental, nécessaire, indispensable à leur survie en France. Et pourtant, on pourrait dire qu'elles ne sont pas tout à fait émancipées au travail parce que justement, ce n'est pas ce type de travail qu'elles voulaient exercer. Il faut comprendre que, comme l'ont démontré beaucoup de personnes comme Jules Falquet, ces femmes-là deviennent travailleuses domestiques à l'étranger. Et justement, ces femmes haïtiennes n'ont pas exercé ce type de métier chez elles. Alors, dans la plupart des recherches, on voit que les femmes migrantes partent pour le travail domestique. Et bien justement, c'est pas pour ce type de travail-là qu'elles partent. Elles partent avec d'autres projets. Celles que j'ai questionnées me disent qu'elles étaient certaines de trouver mieux, ou du moins certaines pensaient que ce serait ce travail-là qu'elles feraient au début de leur installation en France, mais pas toute leur vie dans ce pays. Donc justement, rien que ce fait-là, le fait d'occuper un travail dévalorisé dans son pays et dans le pays d'installation, ça met un petit peu les femmes, ça les fait remettre en question la question de l'émancipation par le travail dans la migration. Évidemment, il y a la question de l'argent, parce que justement, comme quelqu'un m'a dit, elles mangent, bon, elles gagnent leur vie. Vous savez, c'était pas une bonne remarque, mais on me l'a fait à une conférence. Donc justement, elles gagnent de l'argent, et même qu'elles peuvent effectivement envoyer de l'argent à leur famille en Haïti. Mais bien sûr, il faut comprendre que ce type d'activité-là, le travail qu'elles font ici, ne leur permet pas forcément de subvenir suffisamment à leurs besoins. Donc, quand on parle d'autonomie financière de ces femmes, l'autonomie est très, très relative. C'est vrai que plusieurs d'entre elles sont dépendantes économiquement d'un homme. En plus de cette question de la rémunération, il y a aussi la tâche, le fait qu'il s'agit quand même de sale boulot, le temps qui est soumis de ce salariat subalterne, les relations de travail qui sont faites aussi d'humiliation, et même les rapports sociaux qui marquent le travail. Et à ce niveau-là, les femmes haïtiennes dénoncent beaucoup le racisme surtout. Elles parlent très peu du sexisme en analysant leurs relations de travail. Elles parlent plutôt du racisme quand même qui marque cette relation
principalement avec les femmes patronnes. Elles sont effectivement contentes d'accéder à certains services comme l'eau, l'électricité, hein, mine de rien, avoir accès à une maison mécanisée, etc. Mais quand même, quand cette maison se trouve en banlieue, dans une HLM, etc., elles ne sont pas forcément satisfaites de cette situation, ni de la vie culturelle qu'elles peuvent mener dans ce grand pays qui a beaucoup de services auxquels elles n'ont pas forcément accès. Ces femmes qui fuient effectivement la situation du pays peuvent aussi avoir d'autres causes de leur départ. Par exemple, des causes familiales. Il y en a qui suivent un mari, qui suivent un autre membre de la famille dans le cadre d'un groupement familial. Même si elles ne sont pas très nombreuses dans mon échantillon, mais il y en a quelques-unes et il est important d'insister sur cette réalité. Les causes familiales aussi peuvent être, ben oui, je pars pour aider ma maman, pour aider mon frère, ma soeur, effectivement. Donc, pour elles, travailler en France, c'est pouvoir gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'elles gagnaient en Haïti pour pouvoir aider leur famille. Il y a une autre raison familiale qui est très importante aussi, c'est qu'elles partent pour fuir des hommes. Elles fuient des hommes qui les ont un peu violentés, qui n'ont pas été sérieux, pas respectueux, etc. Et elles ont été plusieurs à me dire que en rentrant en France, elles ne voulaient plus jamais avoir avoir affaire à un homme haïtien. Du coup, dans ma thèse, j'ai pris le temps quand même d'analyser l'impact des déceptions amoureuses sur le parcours migratoire de ces femmes. Déception de la part d'un amoureux, d'un mari, du père ou des pères, des enfants, etc., qui ont porté ces femmes-là à dire qu'elles ne veulent plus jamais avoir affaire à un homme haïtien. Et dans leur tête, fuir les hommes haïtiens, c'est aussi fuir le sexisme de manière générale. Comme si finalement la migration pouvait pouvait être en soi une émancipation dans ces situations-là. N'oublions pas que finalement, il y a pas mal de recherches qui ont prétendu effectivement que la migration pouvait être une émancipation en soi. Et cette vision évolutionniste de la migration a été critiquée par des auteurs comme Nassima Moujoud, qui montrent que finalement, il y a les problèmes que les femmes fuient dans le pays d'origine, parfois elles les retrouvent aussi dans le pays d'immigration, en France par exemple. Et en réalité, il est très peu probable pour elles de fuir complètement ces hommes haïtiens parce que leurs conditions d'installation en France, avec le problème de manque de logement, manque d'accès au travail, difficulté de se régulariser, etc. Toutes ces choses-là vont les mettre à la merci des hommes en général et des hommes haïtiens, ces compatriotes qu'elles trouvent plus facilement dans leur réseau. Et ceci dit, il faut quand même rappeler que contrairement à ce que ces femmes pensent, eh bien, il n'y a pas que les compatriotes qui peuvent représenter un danger pour elles en France, il y a aussi quand même tous ces hommes malheureusement qu'elles angélisent, on va dire, mais ces hommes-là aussi peuvent leur faire du mal. Et c'est là qu'il est fondamental de regarder à nouveau leurs conditions de travail parce que c'est vrai que, étant donné qu'elles ne peuvent pas s'émanciper par le travail, étant donné que leur salaire ne suffit pas à leur donner de la liberté, elles sont de plus en plus dépendantes des hommes. Il y a différentes formes d'échanges économico-sexuels qu'elles vont mettre en œuvre pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Bien sûr, elles insistent sur le fait qu'elles ne sont pas des prostituées, elles critiquent beaucoup quand même ce type d'activité, et pourtant, elles vont quand même beaucoup mettre en avant la capacité économique de la personne avec laquelle elles vont partager leur vie. Maintenant, et justement, c'est là que la situation est paradoxale parce qu'elles veulent absolument éviter les hommes et en même temps, elles doivent dépendre d'eux. Il faudra donc développer des stratégies pour que cette relation avec ces hommes leur apporte plus de choses que ça leur fasse perdre des avantages. Donc du coup, il y en a qui vont soit rester seuls ou bien faire des unions sans cohabitation surtout, et puis sans attache. Et mon hypothèse par rapport à ça, c'est qu'elle fuit effectivement ces hommes-là parce que de toute façon, avec un homme pauvre, il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, hein, d'après ce qu'elle raconte. Et c'est ainsi que finalement, elles vont, certaines, carrément décider de vivre seules au lieu d'avoir à partager le vécu d'un homme pauvre. Quant à la question de l'amour, ces femmes sont obligées de faire taire leurs sentiments
et d'admettre que finalement, comme l'une d'entre elles m'a dit, ici, on est là pour survivre, pas pour aimer. Ces femmes déclassées se trouvent donc dans une situation très compliquée à bien des égards. Et du coup, la question, c'est comment elles vont faire pour s'en sortir. Bien sûr, elles ont, pour certaines, des projets, mais on va se rendre compte que la plupart de leurs projets tournent autour de leurs enfants. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces enfants qui finalement vont donner beaucoup de difficultés à ces femmes, hein, des difficultés par exemple par rapport à la conciliation famille-travail, ces enfants qui les empêchent parfois de s'investir complètement au travail comme le voudraient les patronnes, eh bien ces enfants restent aussi la seule chance de ces femmes-là. Elles qui ne peuvent pas avoir accès à une promotion au travail, eh bien elles vont croire que c'est leurs enfants qui va les aider à sortir de leur situation économique. C'est ainsi qu'elles vont s'investir beaucoup dans le projet parental, dans la réussite scolaire de leurs enfants, en espérant une forme de reclassement par ce biais. C'est pour ça que désormais, j'analyse maintenant la mobilité sociale intergénérationnelle pour comprendre finalement comment vont faire ces femmes pour s'investir vraiment dans l'éducation de ces enfants, puisqu'elles n'ont pas le temps quand même, elles passent toute leur journée au travail. Eh bien, comment elles vont faire pour réussir là où, d'après elles, elles ont échoué? Finalement, en essayant de comprendre la vie de ces femmes au travail, j'ai été amenée à analyser leur vie familiale, dans le couple, ou du moins par rapport aux enfants. Et tout cela me porte à re-questionner toute cette question du travail qui est quand même au cœur du féminisme, par exemple du féminisme matérialiste, et aussi cette question de travail domestique. Vous vous rappelez que pour ces féministes, le plus grand problème avec le travail domestique, c'était sa gratuité. Eh bien, ces femmes haïtiennes se retrouvent dans le service domestique, donc dans un travail domestique effectivement, mais payé, et pourtant, elles ne sont pas si émancipées que ça. Donc, à cause de ces constats, j'ai été amenée à analyser dans mon travail non seulement le travail domestique, mais aussi le service domestique payé. Non seulement la division sexuelle du travail, mais aussi une articulation de division du travail, division sociale, ethnique, internationale, voire nationale. Et pour moi, c'est toutes ces choses-là qui expliquent à la fois le service domestique et le travail domestique. Et pour moi, pour comprendre ces choses aussi, on ne peut pas regarder que le genre. On est obligé d'analyser l'articulation des rapports sociaux. Pour moi, l'émancipation par le travail, ou du moins la vie familiale, ne peut se comprendre que dans le cadre d'un féminisme, s'il est matérialiste, il doit aussi être intersectionnel. Tout cela pose beaucoup de questions, évidemment, et c'est vrai que ça aurait été bien que je sois là pour en discuter avec vous, mais malheureusement, je suis retenue par mon travail et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour en discuter. Merci.